Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du développeur libre. Donc encore une fois, je le rappelle, cet épisode est disponible sur YouTube, sur également les plateformes de podcast comme Apple Podcast ou SoundCloud. Je te mets tous les liens dans la description. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi en fait du bilan des 3 mois, puisque si tu le rappelles, si tu me suis depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube, il y a 3 mois, je m'étais lancé le défi de devenir freelance en 90 jours et j'aimerais qu'on parle justement du compte rendu un peu de ces 3 mois du lancement concrètement de mon activité. Donc, si jamais tu n'as pas vu la vidéo, enfin les vidéos précédentes sur justement l'avancée de ce projet, je t'invite également à aller dans la description. Ou alors je te mets la playlist de toutes les vidéos qui concernent justement ce projet dans le petit i qui est juste en haut de cette vidéo ici. Tu peux cliquer dessus si jamais tu es sur YouTube. Et sinon tous les liens seront dans la description de ce podcast. Donc pendant ces 3 mois, j'ai eu concrètement 2 projets principaux puisque c'est vrai que je ne pouvais pas consacrer tout mon temps au développement d'applications puisque à côté il y avait la gestion de la chaîne YouTube par exemple et puis je donnais également des cours particuliers de développement à côté de ça, donc c'est vrai que ça faisait pas mal de projets à faire. Et donc j'ai eu 2 projets principaux, j'ai eu 2 applications principales que j'ai dû développer pendant ces 3 mois de mon activité. La première, je l'ai trouvée notamment grâce à YouTube, c'est quelqu'un qui m'a contacté puisqu'il connaissait mes vidéos, c'était deux personnes qui voulaient qui voulaient créer une nouvelle application. Et donc cette application, j'ai travaillé dessus pendant à peu près 2 mois, c'était la toute première application que je développais pour des clients, pour quelqu'un d'autre que moi en fait. Et cette application, elle n'a pas été terminée parce que au bout d'un certain temps, au bout de ces 2 mois de développement, je me suis rendu compte en fait que j'étais arrivé au bout de mes compétences. Alors, je leur ai dit dès le départ que effectivement, j'étais pas un professionnel, j'étais un étudiant qui commençait à développer des applications depuis quelques temps et qui voulait justement commencer à faire ses preuves. Donc c'était clair dès le début, mais c'est vrai que j'avais mal évalué la faisabilité de ce projet et c'est normal, hein, c'était le premier projet, c'était ma première application pour quelqu'un et j'ai eu du mal, en fait, je me suis rendu compte que j'étais arrivé au bout de mes compétences et que en plus de ça, dès le départ, j'avais mal organisé le développement de cette application. À l'école, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut faire très très attention lorsqu'on commence à développer un logiciel, donc là une application en l'occurrence, à ne pas tomber dans l'usine à gaz. C'est-à-dire que il faut vraiment organiser son code de manière très très propre et très structurée pour justement ne pas créer un plat de spaghettis. Un professeur qui utilisait beaucoup cette expression, le plat de spaghettis, c'est justement à partir d'un moment où ton application devient assez conséquente et que tu as des fichiers un peu partout et des fonctions, des méthodes un peu partout, eh bien ton code devient assez vite un plat de spaghettis dans la mesure où si tu veux mettre à jour une fonctionnalité ou améliorer une fonctionnalité, tu ne sais plus exactement où est-ce qu'elle est développée dans le code et puis peut-être, pire que ça, que la fonctionnalité est développée avec plusieurs bouts de code par-ci par-là et là ça devient vraiment infaisable et ingérable, enfin, ton application devient beaucoup plus difficile à modifier. Donc voilà, ça c'est les 2 problèmes que j'ai eu lors de cette première application, le fait que mon application devienne un plat de spaghettis et une usine à gaz en même temps, et puis le fait que je sois arrivé à peu près au bout de mes compétences. Donc la deuxième application, je l'ai également trouvée grâce à YouTube, c'est quelqu'un qui m'a également contacté après avoir visionné quelques-unes de mes vidéos. Celle-ci, contrairement à la première, est terminée et fonctionnelle, l'application est terminée et fonctionnelle. Mais alors c'était à peu près le même niveau que l'application précédente, mais ce qui s'est passé c'est qu'il y avait 2-3 fonctionnalités en moins sur cette deuxième application qui m'avaient justement posé problème lors de la première application. Et le fait que ce soit à peu près la même structure de l'application, j'ai pu réorganiser mon code de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus propre. Et ça m'a permis, la première application, en fait le premier échec m'a permis de prendre du recul sur ma manière de travailler, ma manière de penser et surtout ma manière d'organiser mon développement d'une application. Et ça m'a permis notamment d'être beaucoup plus organisé et de réussir beaucoup plus facilement le développement de la deuxième application. Donc voilà, je tire un peu des conclusions sur ces 3 mois de développement. La première conclusion, c'est que pour trouver des clients, alors moi j'ai effectivement eu une démarche un peu particulière dans la mesure où j'ai pas forcément eu cette phase de démarchage. Alors c'est vrai que dans une précédente vidéo, je t'avais expliqué que je commençais à démarcher
des clients, notamment par mail, et notamment en essayant de trouver des personnes sur YouTube qui commençaient à avoir une activité assez intéressante, et je leur proposais de développer une application pour étendre encore plus leur activité. Donc j'avais fait cette phase de démarchage qui n'a pas forcément mené à quelque chose, et puis au bout d'un moment, les personnes m'ont contacté d'elles-mêmes, et là du coup j'ai un peu abandonné cette phase de démarchage de moi-même. Donc voilà, moi c'était une situation un peu particulière dans la mesure où tous les clients, donc tous, il y en a eu deux, enfin deux avec qui ça a abouti à quelque chose, ces deux clients-là, ils m'ont trouvé grâce au référencement naturel. Donc c'est vrai que je peux pas trop te donner de conseils sur les sites de freelance qui référencent des freelances, puisque je les ai pas encore beaucoup utilisés. Mais une des solutions selon moi qui est vraiment pas mal lorsque tu veux créer cette activité de freelance, développeur freelance sur le long terme, pour moi, c'est créer du contenu en masse. Puisque justement, ça va te permettre d'acquérir une présence sur Internet. Donc, ça peut passer notamment par un site web, par une chaîne YouTube. Tu peux créer également des articles qui vont, alors pas forcément des articles sur comment développer, comment programmer une application, mais plutôt par exemple, comment trouver un développeur, comment structurer ton application, comment parler avec un développeur, puisque c'est vrai qu'il y a des manières un peu... il faut faire attention à ce qu'on dit à un développeur. Par exemple, tu peux très bien créer un article tourné sous un angle un peu humoristique qui explique par exemple au client comment comment parler à un développeur et ne pas lui dire ah bah tiens, est-ce que tu pourrais juste m'ajouter cette petite fonctionnalité qui peut prendre 2-3 lignes de code, alors qu'au final quelqu'un qui ne connaît pas le monde du développement, effectivement il peut avoir tendance à sous-estimer en fait le travail qu'il peut y avoir derrière un ajout de fonctionnalité sur une application. Donc voilà, tu peux créer du contenu. Si tu envisages cette carrière sur le long terme, tu peux créer du contenu qui va te permettre d'avoir une présence sur Internet et d'être repéré assez facilement pour justement que les personnes te contactent d'elles-mêmes et te demandent des missions. La deuxième conclusion, c'est concernant le niveau qu'il faut avoir pour se lancer. Alors c'est vrai que moi au début, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que vraiment je suis prêt à développer des applications pour des clients, puisque ça n'a rien à voir concrètement avec des applications que je garde pour moi, des applications personnelles, puisque avant je pouvais me permettre d'avoir des applications qui comportaient encore des bugs, qui n'étaient pas forcément bien faites, qui n'étaient pas très bien réfléchi au niveau de l'expérience utilisateur. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut bien réfléchir, et du coup je me suis demandé, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour déployer concrètement des applications sur le marché. Alors moi, ça faisait à peu près plus d'un an même que je m'intéressais au développement d'applications iOS, mais concrètement je me suis mis vraiment à fond dedans depuis 6 mois, et donc là comme ça fait à peu près 3 mois que j'ai démarré mon activité, j'étais vraiment à fond dedans depuis 3 mois à peu près. Donc voilà, mais après effectivement, moi c'est le temps que ça m'a pris pour commencer à pouvoir développer des applications pour des clients, mais c'est vrai qu'on a tous une vitesse d'apprentissage différente, c'est spécifique à chacun. Et c'est pour ça en fait que j'aimerais concrètement essayer de te donner un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui est nécessaire de connaître et de maîtriser surtout pour commencer à développer des applications ou des sites web, commencer concrètement à développer des logiciels pour quelqu'un. Alors concernant les applications iOS, pour moi ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir créer une application à plusieurs vues où tu puisses naviguer assez facilement dans ton application, donc en utilisant notamment des tab bars, des navigation bars, mais aussi savoir bien maîtriser les table view ou tout ce qui est collection view, puisque ça te permet, c'est les éléments concrètement qui sont le plus utilisés dans des applications, à part les objets classiques comme les labels et les boutons. Donc table view, navbar, navigation bar et tab bar, ça pour moi c'est les objets les plus importants qu'il faut savoir maîtriser. Également, il faut vraiment connaître la persistance de données, puisque ça, dans quasiment toutes les applications, on a de la persistance de données. Une inscription et une connexion aussi, ça c'est très important. Il y a pas mal d'applications qui sont également basées sur la création d'un compte, puisque ça permet notamment de récupérer des données
sur l'utilisateur et également la gestion de bases de données. Donc ça peut passer par des bases de données concrètement comme le SQL par exemple, en utilisant le MySQL, ou tu peux également utiliser Firebase. Mais il faut au moins que tu connaisses une de ces solutions-là pour pouvoir gérer tes données dans ton application. Donc maintenant, quelques conseils pour toi, si jamais tu n'oses pas te lancer, que tu y penses justement depuis un certain temps, et que tu te poses toujours la question, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour commencer à développer des applications pour des clients ou des sites web? Ce que je te conseille, la première étape à faire, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'est tout simplement de créer un portfolio. Alors, le portfolio, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça va te mettre en confiance et ça va justement te permettre de vérifier que tu as les compétences nécessaires pour développer des applications pour des clients. Et le deuxième avantage, c'est surtout que ça va montrer à tes clients ce dont tu es capable et justement les projets que tu es capable de réaliser. Et pourquoi ça c'est intéressant? Puisque moi, une des peurs que j'avais au début lorsque je me suis lancé, c'est que le client, il peut très bien trouver que mon produit n'est pas fini ou qu'il comporte encore quelques bugs, et du coup il pourrait très bien se dire ah bah non tiens j'ai pas envie de, pour moi c'est pas quelque chose qui répond au cahier des charges que je t'avais donné, et du coup j'ai pas envie de payer pour cette application là, et du coup avoir perdu plusieurs mois de développement. Mais ce qui peut être bien justement à partir du moment où tu montres ton portfolio, c'est que justement les clients vont se baser sur les applications que tu as faites et ils vont concrètement avoir une vision beaucoup plus concrète de ce que tu es capable de faire. Et du coup, il y a beaucoup moins de risques que les clients s'imaginent une application aussi propre que Airbnb par exemple, ou Blablacar, ou des applications comme ça, et puis au final, qui se retrouvent avec une application que toi tu as développée qui forcément est de moins bonne qualité. Donc voilà, ça c'est les deux avantages du portfolio. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu auras créé ton portfolio, c'est de commencer à trouver des clients. Donc ça, encore une fois, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo. La solution pour moi, si jamais tu veux construire quelque chose sur le long terme, c'est, comme je t'ai dit précédemment, de créer en fait du contenu et d'avoir une présence sur le web. Ce qui fait qu'un client qui ne connaît pas forcément d'agence de développement ou de freelance développeur, de développeur freelance, il va tout simplement commencer à taper comment créer son application sur Internet, comment trouver un freelance pour créer telle ou telle application ou tel ou tel site web, pardon. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a de fortes chances, si tu as une présence sur le web, qui tombe sur ton site ou sur des articles ou des contenus, des podcasts, des vidéos, n'importe quoi, que toi-même tu as créé. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où il va il va te repérer à travers tous ces contenus, il va également avoir confiance en toi, c'est-à-dire que c'est plus qu'une relation en fait de simple client fournisseur, c'est-à-dire que c'est pas une agence où tu vas juste leur envoyer un cahier des charges, ils vont t'envoyer un devis et après tu vas signer un contrat et tu vas plus revoir cette personne pendant, tu vas même pas avoir contact directement avec le développeur. Et là, ce qui va se passer, c'est que si cette personne te trouve justement à travers ton contenu, il va y avoir une relation de confiance qui va s'instaurer et le développement va être beaucoup plus facile. Par contre, si tu veux créer quelque chose sur le court terme et que tu veux rapidement trouver des clients, alors ce que je te conseille, c'est de contacter des clients par mail. Alors ça peut être des personnes comme moi, je t'expliquais dans une précédente vidéo. J'ai commencé à contacter des personnes sur YouTube. Donc je voyais qu'ils avaient une activité qui était en train de commencer à grossir et je me permettais de leur envoyer un mail pour leur proposer quelque chose. Tu peux faire ça également par rapport à ton entourage, c'est-à-dire que, alors, tu peux déjà aller voir dans ta famille s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un site ou d'une application, mais il y a peu de chances, ça dépend dans quelle famille tu vis en fait, ou tu peux tout simplement aller démarcher les commerçants qui sont dans ton entourage. Ça peut être des coiffeurs par exemple, ça peut être des petits commerçants qui sont à leur propre compte et qui voudraient par exemple étendre leur activité avec un site ou une application. Donc voilà, ça c'est les deux méthodes que je te conseille, soit sur le long terme, créer du contenu, soit sur le court terme, essayer de démarcher toi-même les personnes. Il faut aller les chercher une par une, il n'y a pas de secret, les personnes ne vont pas venir à toi spontanément. Et enfin voilà, il y a peu de chances qu'une personne qui recherche quelque chose, un produit, une application, et toi, soit en contact comme ça de manière complètement hasardeuse. Donc voilà, ça c'était mes deux conseils. Donc vraiment, n'hésite pas à te lancer, ne t'embête pas tant que tu n'as pas commencé à trouver tes premiers projets, ne t'embête pas à monter une structure, à monter une auto-entreprise, à essayer de voir en fait quelles sont les différentes structures qui te permettraient de gagner de l'argent.
Honnêtement, je devrais pas te conseiller ça, c'est vrai, parce que bah voilà, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Mais honnêtement, il y a personne qui va venir t'embêter si jamais tu es étudiant et que tu commences à gagner tes premières centaines d'euros sur Internet. Sachant que tout ce que tu fais là, c'est complètement, enfin, c'est pas une activité illégale. Donc je te conseille vraiment de trouver tes premiers clients et à partir du moment où tu verras que ton activité commence vraiment à fonctionner, ensuite tu pourras te tourner vers une solution d'entreprise. Donc voilà, j'espère que ces conseils t'ont aidé, que si jamais tu hésitais encore à te lancer, j'espère t'avoir donné quelques pistes de réflexion et surtout les premiers éléments qui vont te permettre de te lancer. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, si tu as encore des craintes, j'essaierai d'y répondre et pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Et voilà, tout ça pour dire que c'est possible, il faut juste y consacrer du temps, ça va pas se faire tout seul, mais que si vraiment tu veux commencer à vivre de ta passion et développer tes premiers sites web et gagner de l'argent avec ton travail, c'est tout à fait possible, il faut juste y consacrer du temps, trouver les bonnes méthodes et puis se lancer quoi. Donc sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo et en attendant, bon développement, à très bientôt.